Vierge à 18 ans, elle a été trompée dans le mariage et humiliée. Mais un millionnaire est apparu à l'hôtel et a tout changé. Il a pris une bague devant tous et a choqué la foule. Le geste impulsif du millionnaire a sauvé sa vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le reflet dans le miroir montrait une jeune femme radieuse dans sa robe de mariée. Marianne, à 18 ans, ajustait une dernière fois le voile délicat que sa mère avait porté lors de son propre mariage. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle arrangeait les fleurs de son bouquet de roses blanches, cadeau de sa meilleure amie, Béatrice. La chambre simple de la maison où elle avait grandi était remplie de souvenirs et de rêves. Les murs jaunis gardaient les secrets de son adolescence, les posters des groupes qu'elle aimait tant, et maintenant ils témoignaient du moment le plus important de sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. « Tu es magnifique, ma fille », dit madame. Hélène, sa mère, en entrant dans la chambre les yeux embués. La simplicité de la robe contrastait avec la beauté naturelle de Marianne. Ses cheveux châtains soigneusement arrangés en un chignon bas, orné de petites fleurs de porcelaine. Le chemin jusqu'à l'église était décoré de fleurs blanches et de rubans de satin. Marianne observait par la fenêtre de la voiture les rues familières du quartier où elle avait grandi, son cœur battant rapidement à l'idée de retrouver Richard, son fiancé depuis ses 16 ans. L'église ancienne, avec ses tours imposantes, était bondée. La famille, les amis et les curieux occupaient tous les bancs de bois sombre. Le bourdonnement des conversations cessa lorsque la marche nuptiale commença. Marianne respira profondément, prit le bras de son père et commença sa marche le long de l'allée centrale. Les premiers pas furent assurés, mais quelque chose n'allait pas. Richard n'était pas à l'autel. À sa place, le prêtre tenait une enveloppe blanche avec une expression inquiète. Les murmures commencèrent à se répandre dans l'église comme un vent glacial. « Où est le marié ?» chuchota quelqu'un. Marianne continua à marcher, son sourire vacillant à chaque pas. Son père serra doucement son bras, essayant de lui transmettre sa force. Quand ils arrivèrent à l'autel, le prêtre remit l'enveloppe à Marianne d'une main tremblante. Le silence dans l'église était assourdissant, tandis qu'elle ouvrait la lettre. Les mots écrits à la main, dans une calligraphie qu'elle connaissait si bien, commencèrent à danser devant ses yeux. « Pardonne-moi, Marianne. Je ne peux pas t'épouser. Béatrice attend un enfant de moi. Nous sommes partis ensemble pour construire notre vie. » Le monde sembla ralentir. Marianne entendit le son lointain des téléphones sortis des sacs, des flashs qui se déclenchaient, des rires étouffés. Sa meilleure amie et son fiancé, un enfant. La double trahison la frappa comme une gifle. Ses genoux fléchirent, mais, avant qu'elle ne puisse tomber, une présence imposante apparut à ses côtés. Un homme grand, en costume impeccable, couvrit ses épaules de sa veste dans un geste protecteur. Marianne ne le connaissait pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux verts qui transmettait de la sécurité. « Permettez-moi de vous sortir d'ici, mademoiselle, » dit-il à voix basse, pour qu'elle seule puisse l'entendre. Sa voix était profonde et douce, comme s'il comprenait exactement la douleur qu'elle ressentait. L'homme fit un geste discret et 2 gardes apparurent, ouvrant un passage dans la foule qui prenait maintenant des photos et filmait la scène. Marianne se laissa guider hors de l'église, protégée par la veste de l'étranger et par la présence ferme de ses parents qui la suivaient de près. Une limousine noire attendait à l'entrée. L'homme ouvrit la porte pour Marianne et ses parents. « Je m'appelle Gabriel Montfort », se présenta-t-il en montant dans le véhicule. « Je suis propriétaire du groupe Montfort et j'aimerais vous offrir ma résidence comme refuge jusqu'à ce que cette situation se calme. » Marianne regarda par la fenêtre tandis que la limousine s'éloignait de l'église. Les tours gothiques disparaissaient au loin avec ses rêves de jeune fille. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais il y avait quelque chose de différent dans ses pleurs. Ce n'était pas seulement de la tristesse, mais aussi du soulagement. Comme si, d'une certaine façon, l'univers l'avait sauvée d'un destin bien pire. La demeure Montfort apparut imposante après l'ouverture des portails en fer forgé. Marianne observait, encore étourdie, les jardins méticuleusement entretenus qui s'étendaient à perte de vue. Des fontaines de marbre décorèrent le chemin jusqu'à l'entrée principale, où un escalier majestueux menait à une porte en chêne massif. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant. Des lustres en cristal illuminaient le hall d'entrée
et des œuvres d'art précieuses décoraient les murs recouverts de papier peint vintage. Une gouvernante d'âge moyen, présentée comme Madame Rose, attendait avec une expression maternelle. « J'ai préparé la chambre bleue pour... Mademoiselle », dit Madame Rose, conduisant Marianne et ses parents le long du couloir. « C'est la plus tranquille de la maison, avec vue sur le jardin de Rose. » Gabriel Montfort marchait quelques pas derrière, observant en silence. Il y avait quelque chose dans son regard qui intriguait Marianne, un mélange de protection et de mélancolie qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. La chambre bleue était un rêve au ton pastel. Un lit king-size à baldaquin occupait le centre de la pièce, et un balcon privé s'ouvrait sur une vue splendide des jardins. Marianne s'assit dans un fauteuil vintage, toujours vêtue de sa robe de mariée, se sentant déplacée dans ce décor luxueux. « J'ai apporté quelques vêtements qui pourraient vous convenir », dit Madame Rose, ouvrant une garde-robe ancienne. Ils appartenaient à Madame Montfort. Sa voix hésita légèrement en mentionnant le nom. Gabriel, qui observait depuis la porte, eut un bref éclair de douleur dans les yeux. « Ma défunte épouse aurait été heureuse d'aider », dit-il, sa voix chargée d'une tristesse contenue. Les parents de Marianne, après beaucoup d'insistance de Gabriel, acceptèrent de passer la nuit dans une autre chambre du manoir. Madame Rose prépara un dîner léger qui fut servi dans la chambre bleue. Marianne toucha à peine à la nourriture, perdue dans ses pensées sur comment sa vie avait complètement changé en quelques heures. Plus tard, quand la nuit était déjà tombée sur les jardins du manoir, Gabriel frappa doucement à la porte. Il trouva Marianne sur le balcon, portant toujours sa robe de mariée, observant les étoiles. Parfois, les moments les plus douloureux de nos vies sont en réalité des détours nécessaires, dit-il, la rejoignant sur le balcon. J'ai appris cela de la manière la plus difficile. Marianne le regarda avec curiosité. Vous semblez parler d'expérience. Gabriel sourit tristement. Oui, mon épouse Isabelle m'a aussi trahi. Elle est partie avec mon meilleur ami, emportant non seulement mon cœur mais aussi mon jeune fils. Il fit une pause, ses yeux perdus dans l'obscurité du jardin. Le destin peut être cruel, mais il peut aussi être étonnamment gentil quand on s'y attend le moins. Un silence confortable s'installa entre eux. Marianne se rendit compte qu'il y avait quelque chose de familier chez cet homme, comme si elle le connaissait déjà. « Pourquoi m'aidez-vous, monsieur Montfort ?»« Gabriel, je vous en prie, corrigea-t-il doucement. Et quant à la raison, disons que je reconnais une âme pure quand j'en vois une. J'ai observé votre dévouement dans le travail bénévole à la bibliothèque municipale, votre gentillesse avec les enfants pendant les séances de lecture. Vous méritez bien mieux que l'humiliation que vous avez subie aujourd'hui. » Marianne écarquilla les yeux, surprise qu'il connaisse ces détails de sa vie. Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, Gabriel poursuivit. « J'ai une proposition pour vous. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. » Il s'approcha de la balustrade du balcon, ses yeux verts reflétant l'éclat de la lune. « Ces 3 prochains mois, je dois assister à divers événements sociaux importants. J'aimerais que vous m'accompagniez en tant que mon accompagnatrice officielle. En échange, je vous garantirai les moyens financiers pour reconstruire votre vie comme vous le souhaitez. » La proposition flotta dans l'air comme une mélodie inachevée. Marianne sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur mais d'une étrange anticipation. Il y avait quelque chose dans le regard de Gabriel qui la faisait se sentir en sécurité, protégée. Comme si, pour la première fois de cette terrible journée, elle pouvait entrevoir un avenir différent de celui qu'elle avait planifié. Les jours au manoir Montfort se transformèrent en semaines. Marianne, peu à peu, commença à émerger du cocon de tristesse qui l'enveloppait. Madame Rose devint une présence constante et réconfortante, l'aidant à découvrir une nouvelle version d'elle-même. Un matin, pendant qu'il prenait le café sur la terrasse du jardin d'hiver, Gabriel surprit Marianne avec une série de boîtes élégantes. Ce sont des cadeaux d'Isabelle Moreau, la conseillère en images la plus prestigieuse de la ville, expliqua-t-il. Elle viendra cet après-midi pour vous rencontrer. Isabelle arriva ponctuellement à 2 heures, apportant avec elle une énergie vibrante qui semblait illuminer chaque pièce où elle passait. Grande, élégante, et avec un sourire accueillant, elle mit immédiatement Marianne à l'aise. « Ma chère, vous êtes une toile vierge parfaite, » dit Isabelle, tournant autour de Marianne avec un regard analytique. « Vous avez une beauté naturelle, impressionnante. Nous allons simplement rehausser ce qui existe déjà et ajouter une touche de sophistication. »
Les heures suivantes furent consacrées à une transformation complète. Isabelle apprit à Marianne à marcher avec élégance, à se comporter lors d'événements sociaux, à choisir les bons vêtements pour chaque occasion. Plus important encore, elle l'aida à retrouver sa confiance en elle. « Souvenez-vous, » disait Isabelle, tout en ajustant une robe en soie bleue sur le corps de Marianne. « La véritable élégance vient de l'intérieur. C'est la façon dont vous vous tenez, dont vous traitez les gens, dont vous gardez votre dignité, même dans les situations les plus difficiles. » Gabriel observait la transformation de Marianne avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas définir lui-même. Pendant les dîners qu'il partageait, il commença à remarquer comment elle absorbait chaque nouvelle information avec une soif authentique de connaissance. « Vous avez une bibliothèque impressionnante », commenta Marianne un soir, ses yeux brillants en parlant des livres qu'elle avait découverts sur les étagères anciennes. « Je n'ai jamais vu autant de premières éditions réunies. »« Elles sont toutes là pour que vous les exploriez, » répondit Gabriel, surpris par son enthousiasme. « J'ai un attachement particulier pour la littérature classique. Je vois que vous aussi. » Marianne rougit légèrement. « En fait, j'ai toujours rêvé de faire un master en littérature. Mais les circonstances... » « Et pourquoi pas maintenant ?» interrompit Gabriel, une idée commençant à se former dans son esprit. « Parfois, nous devons perdre quelque chose pour gagner quelque chose de bien plus grand. » Les paroles de Gabriel plantèrent une graine d'espoir dans le cœur de Marianne. Dans les jours qui suivirent, entre les leçons d'étiquette avec Isabelle et les longues conversations avec Gabriel sur la littérature, elle commença à rechercher des programmes de master. La transformation n'était pas seulement externe. Marianne se sentait différente à l'intérieur, comme si chaque jour au manoir Montfort l'aidait à découvrir une nouvelle facette d'elle-même. Les nuits de pleurs furent remplacées par des heures de lecture dans la bibliothèque, où elle et Gabriel se perdaient souvent dans des discussions sur les auteurs classiques. Un après-midi, pendant qu'Isabelle ajustait une robe de soirée, noire sur le corps de Marianne, la conseillère fit une observation qui la prit par surprise. « Vous savez, ma chère, dans toutes mes années de profession, je n'ai jamais vu Monsieur Montfort aussi vivant. Il y a quelque chose chez vous qui éveille en lui une lumière que je pensais s'être éteinte il y a longtemps. » Marianne sentit son cœur s'accélérer à ce commentaire, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel apparut à la porte du dressing. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le miroir, et pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. « Êtes-vous prête pour votre premier événement social ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Le bal de gala de la Fondation culturelle a lieu ce week-end, et ce sera vos débuts en société. » Marianne acquiesça, ressentant un mélange d'anxiété et d'anticipation. Le bal serait sa première apparition publique depuis le désastre du mariage, et plus encore, ce serait la première fois qu'elle se présenterait comme l'accompagnatrice officielle de Gabriel Montfort. Le salon du Grand Hôtel Palais resplendissait sous la lumière de milliers de cristaux. Marianne respira profondément avant de sortir de la limousine, sa main reposant doucement sur le bras offert par Gabriel. La robe noire, une création exclusive choisie par Isabelle, tombait comme une seconde peau, mettant en valeur sa silhouette avec élégance. « Souvenez-vous, » murmura Gabriel, tandis qu'ils montèrent les marches de marbre. « Vous n'êtes plus cette mariée abandonnée. Vous êtes Marianne Montfort ce soir, mon accompagnatrice officielle. » L'utilisation de son nom de famille accolé au sien provoqua un frisson inattendu chez Marianne. Il y avait quelque chose dans la façon dont Gabriel la présentait qui la faisait se sentir vraiment spéciale, comme si elle appartenait à ce monde de luxe et de raffinement. En entrant dans le salon, le bourdonnement des conversations diminua, momentanément. Tous les regards se tournèrent vers le couple. Gabriel Montfort, l'homme d'affaires reclus et mystérieux, assistait rarement à des événements sociaux depuis le scandale impliquant son ex-femme. Et maintenant, il était là, accompagné d'une jeune femme éblouissante que personne ne reconnaissait. « Gabriel, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama une dame élégante en s'approchant. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« Carmen, permettez-moi de vous présenter Marianne, » répondit Gabriel avec un sourire courtois. « Marianne, voici Carmen Valois, présidente de la Fondation culturelle. » Marianne sourit et salua Carmen avec la grâce et l'élégance qu'Isabelle lui avait enseignées.
Bientôt, elle était engagée dans une conversation fascinante sur les projets culturels de la Fondation, démontrant une connaissance de la littérature qui impressionna tout le monde. La soirée coulait comme un rêve jusqu'à ce que Marianne entende une voix familière. « Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment toi !» Son sang se glaça en reconnaissant Richard, son ex-fiancé, debout à quelques mètres. À ses côtés, Béatrice exhibait un petit ventre de grossesse, semblant mal à l'aise dans une robe qui paraissait trop serrée. Gabriel, percevant la tension, s'approcha encore plus de Marianne, sa présence une forteresse silencieuse à ses côtés. « Un problème ?» demanda-t-il, sa voix calme mais chargée d'autorité. Richard sembla se ratatiner devant la présence imposante de Gabriel. « Nous voulions juste saluer », bégaya-t-il, remarquant pour la première fois le pouvoir et l'influence qui émanaient de l'homme aux côtés de son ex-fiancé. Marianne releva le menton, un sourire serein sur ses lèvres. « Richard, Béatrice, quelle surprise de vous voir ici. J'espère que vous allez bien. » Sa voix ne trahissait aucune émotion, juste une politesse étudiée qui fit que plusieurs invités proches observèrent la scène avec intérêt. « Tu es différente », commenta Béatrice, ses yeux parcourant la robe élégante et la posture confiante de Marianne. « Je vais mieux », répondit simplement Marianne. « Beaucoup mieux. » Gabriel choisit ce moment pour la guider vers la piste de danse où une valse commençait à jouer. Ses bras l'enveloppèrent fermement, mais aussi avec une délicatesse surprenante. « Vous avez été magnifique », murmura-t-il à son oreille pendant qu'ils dansaient. « Vous avez montré une élégance et une dignité qu'ils ne pourront jamais atteindre. » Marianne se permit de se détendre dans les bras de Gabriel, se laissant emporter par la musique. Soudain, elle réalisa qu'elle ne ressentait plus de douleur en voyant Richard et Béatrice. À sa place, il n'y avait que de la gratitude envers le destin qui l'avait libérée d'un mariage sans amour et l'avait mise sur le chemin de quelqu'un qui la voyait vraiment pour qui elle était. La valse continua, et Marianne remarqua comment les regards des invités les suivaient sur la piste de danse. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Gabriel la conduisait, comme si chaque pas était plus qu'une simple danse. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le reste du monde sembla disparaître. C'est alors que Marianne sentit ce premier tremblement dans son cœur, cette première étincelle de quelque chose de plus profond naissant entre eux. Et à la lueur dans les yeux de Gabriel, elle soupçonnait qu'elle n'était pas seule dans cette découverte. Après le bal, la routine au manoir Montfort prit de nouveaux contours. Marianne remarqua des changements subtils dans le comportement de Gabriel, des regards plus longs, des sourires plus fréquents, une proximité qui allait au-delà de la cordialité initiale. Pendant les matinées, elle le trouvait souvent dans le jardin d'hiver, toujours avec une tasse de café et un livre différent en main. Un de ces matins, alors qu'ils discutaient de Jane Austen, Madame Rose apparut avec une expression préoccupée. « Monsieur Montfort, j'ai trouvé ceci en rangeant le grenier. » Dans ses mains, une vieille boîte en bois sculptée. Le visage de Gabriel changea instantanément. Il prit la boîte avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et potentiellement dangereux. « Merci, Rose. Pouvez-vous nous laisser seuls ?» Marianne observa tandis que Gabriel ouvrait la boîte avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, il y avait de vieilles photographies, des lettres jaunies et un petit journal. « Ce sont les souvenirs de mon mariage avec Isabelle », expliqua-t-il, sa voix chargée d'émotions contenues. « Vous ne m'avez jamais raconté exactement ce qui s'est passé », dit doucement Marianne, s'asseyant à côté de lui. Gabriel prit une des photographies. On y voyait un Gabriel plus jeune, souriant aux côtés d'une femme élégante qui tenait un bébé. « Isabelle était fascinante », commença-t-il. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art à Paris. Elle était curatrice, pleine de vie et d'ambition. Nous nous sommes mariés après 6 mois d'une romance intense. » Il fit une pause, ses doigts caressant le bord de la photographie. « Michel, notre fils, est né 1 an plus tard. Ce furent les moments les plus heureux de ma vie, jusqu'à ce que... » Sa voix faiblit. « Jusqu'à ce qu'elle parte, » compléta doucement Marianne. « Oui, avec Auguste, mon meilleur ami depuis l'université. Il était notre conseiller financier. Il passait beaucoup de temps chez nous. Je n'ai jamais rien soupçonné jusqu'au jour où je suis revenu d'un voyage d'affaires et n'ai trouvé qu'un mot. Elle avait emmené Michel, qui n'avait que 3 ans à l'époque. » Marianne sentit son cœur se serrer en voyant la douleur dans les yeux de Gabriel. « Vous ne les avez jamais revus. Isabelle est décédée dans un accident de voiture en Suisse, 2 ans plus tard. Michel est resté avec ses grands-parents maternels,
qui n'ont jamais permis que je m'approche. Il doit avoir 15 ans. Maintenant. Gabriel remit la photographie dans la boîte. Depuis lors, je me suis plongé dans le travail et je me suis fermé au monde. Jusqu'à voir une jeune femme donner des cours de littérature à des enfants. Défavorisée à la bibliothèque municipale, dit-il, ses yeux rencontrant les siens. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore une bonté authentique dans le monde, Marianne. Pendant des mois, j'ai observé votre dévouement, votre gentillesse. Quand j'ai appris votre mariage, j'ai ressenti une angoisse inexplicable. Marianne assimilait chaque mot, commençant à comprendre le puzzle qu'était Gabriel Montfort. C'est pour cela que vous étiez à l'église ce jour-là? Oui. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir votre lumière s'éteindre comme la mienne s'était éteinte. Richard ne vous méritait pas. Je connaissais ses aventures, ses dettes de jeu. J'ai essayé d'alerter vos parents discrètement, mais ils étaient tellement enchantés par l'idée du mariage. Un silence chargé de révélations plana entre eux. Marianne réalisa que leurs mains s'étaient trouvées sur la boîte de souvenirs. Leurs doigts naturellement entrelacés. « Gabriel, commença-t-elle, sa voix basse mais ferme, vous ne m'avez pas seulement sauvé de cette humiliation, vous m'avez donné une nouvelle chance de vie, de découvrir qui je suis vraiment. » Il porta la main de Marianne à ses lèvres, déposant un baiser doux sur ses doigts. « Vous m'avez sauvé aussi, Marianne, chaque jour avec vous dans cette maison, et a ramené des couleurs que je pensais ne plus jamais voir. » Le moment fut interrompu par l'arrivée d'Isabelle pour une nouvelle séance de conseil. Mais quelque chose avait définitivement changé entre eux. Les barrières invisibles qui les séparaient commençaient à s'effondrer, révélant des sentiments qui allaient bien au-delà de l'accord initial qu'ils avaient établi. Ce soir-là, pendant le dîner, Gabriel fit une annonce qui prit Marianne par surprise. « J'ai reçu une invitation pour l'inauguration de la nouvelle aile de l'Opéra. Ce sera un événement international, avec la présence de la royauté européenne. J'aimerais que vous soyez mon accompagnatrice spéciale. » La façon dont il accentua le mot « spécial » fit bondir le cœur de Marianne. Il y avait une promesse, voilée dans ses yeux, une invitation à quelque chose de bien plus grand qu'un simple événement social. Le théâtre municipal resplendissait dans sa gloire restaurée. Des lustres centenaires brillaient au-dessus de la foule élégante qui arrivait pour l'inauguration de la nouvelle aile. Marianne descendit de la limousine, vêtue d'une somptueuse robe rouge, une création exclusive qu'Isabelle avait commandée spécialement pour l'occasion. Gabriel, impeccable dans son smoking, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Depuis leur conversation sur son passé, quelque chose avait changé entre eux. Il y avait une intimité silencieuse, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. « Êtes-vous nerveuse ?» demanda-t-il, tandis qu'il montait l'escalier de marbre. « Un peu, » admit Marianne. « Mais c'est différent maintenant. Je me sens préparé. » Le hall principal était rempli de personnalités internationales, des ambassadeurs, des artistes célèbres et des membres de la royauté européenne se mêlaient dans des conversations animées. Marianne fut surprise de constater qu'elle en reconnaissait beaucoup grâce aux cours d'étiquette et d'histoire de l'art d'Isabelle. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « la représentation commencera dans 15 minutes. Veuillez rejoindre vos places, s'il vous plaît. » Gabriel conduisit Marianne jusqu'à la loge principale, une position privilégiée qui offrait une vue parfaite sur la scène. En s'installant, elle remarqua quelque chose de différent dans son comportement, une tension subtile, comme s'il était sur le point de prendre une décision importante. Les lumières baissèrent et les premiers accords de la Traviata emplirent le théâtre. Marianne était hypnotisée par la représentation quand elle sentit la main de Gabriel chercher la sienne dans la pénombre de la loge. Le contact était doux, presque hésitant. « Marianne, » murmura-t-il, sa voix à peine audible, au-dessus de la musique, « je dois vous dire quelque chose. » Elle se tourna vers lui, son cœur s'accélérant en rencontrant ses yeux verts intenses dans la pénombre de la loge. « Ces mois avec vous ont tout changé. Je n'arrive plus à imaginer ma vie sans votre présence, sans nos conversations, sans votre sourire le matin dans la bibliothèque. » Marianne sentit sa respiration se bloquer. Gabriel continua, sa voix chargée d'émotion. « Je sais que notre accord initial n'était que pour 3 mois, sans implication personnelle. Mais il se trouve que mon cœur n'a pas reçu ce mémo. » Un sanglot contenu de la protagoniste sur scène.
résonna dans le théâtre, soulignant le moment de vulnérabilité entre eux. Marianne réalisa que des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Gabriel, Ne dites rien encore, demanda-t-il doucement, essuyant une larme du visage de Marianne avec son pouce. Il y a quelque chose que je dois vous montrer d'abord. De la poche intérieure de son smoking, Gabriel sortit une enveloppe dorée. C'est votre lettre d'acceptation pour le master de littérature à Milan. Elle est arrivée ce matin. Marianne prit l'enveloppe d'une main tremblante. Comment avez-vous... J'ai vu vos yeux briller quand vous parliez de ce rêve. J'ai contacté... L'université, j'ai fourni des lettres de recommandation. Le reste était entièrement dû à votre mérite, votre connaissance, votre passion pour la littérature. L'opéra atteignait son crescendo tandis que Marianne assimilait la nouvelle. C'était son rêve qui se réalisait, mais pourquoi ressentait-elle une pointe de tristesse? Je ne veux pas que vous renonciez à vos rêves pour moi, poursuivit Gabriel. Si vous acceptez la place, et j'espère sincèrement que vous l'accepterez, je veux que vous partiez pour Milan, en sachant qu'un cœur vous attend ici. Un cœur qui, après des années gelées, s'est remis à battre grâce à vous. Marianne regarda l'enveloppe dans ses mains, puis Gabriel. La musique atteignait son apogée sur scène, reflétant la tempête d'émotions dans sa poitrine. « Et si je ne veux pas partir, murmura-t-elle, alors vous commettriez la même erreur que j'ai faite il y a des années. Laissez la peur empêcher vos rêves. Vous êtes jeune, brillante, vous avez un monde entier à conquérir. Et je serai là à attendre, parce que pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine d'attendre. » Les dernières notes de l'opéra résonnèrent dans le théâtre, suivies d'une explosion d'applaudissements. Mais dans la loge principale, le véritable drame ne faisait que commencer. Marianne tenait dans ses mains non seulement une lettre d'acceptation, mais aussi son cœur partagé entre l'amour naissant et le rêve d'une vie. Les jours qui suivirent la soirée à l'opéra furent chargés d'émotions contradictoires au manoir Montfort. Marianne passait des heures dans la bibliothèque, partagée entre l'étude de l'italien et la contemplation de sa décision. Le délai pour répondre à l'université approchait, et chaque minute semblait peser comme du plomb dans son cœur. Gabriel, fidèle à sa parole, maintenait une distance respectueuse, bien que ses regards en disent de plus que 1000 mots. Pendant les petits déjeuners partagés, leurs mains se frôlaient occasionnellement, en atteignant le même objet, envoyant des courants électriques à travers leur corps. « Avez-vous décidé ?» demanda Madame Rose un après-midi, tout en aidant Marianne à ranger ses vêtements. La gouvernante était devenue une confidente précieuse au cours des derniers mois. « Mon cœur est en guerre, Rose », confessa Marianne, s'asseyant au bord du lit. « Depuis toute petite, j'ai rêvé d'étudier la littérature dans une université prestigieuse. Mais maintenant votre cœur a trouvé un autre rêve, » compléta Rose avec un sourire compréhensif. « Vous savez, j'ai travaillé dans cette maison pendant 20 ans. J'ai vu M. Gabriel dans ses moments les plus sombres, après le départ d'Isabelle. Je n'aurais jamais pensé revoir cette lueur dans ses yeux. » Marianne prit un des livres de la pile sur son bureau, une première édition des Odes de Hurlevent que Gabriel lui avait offerte. À l'intérieur, une dédicace écrite de sa calligraphie élégante, pour Marianne qui, comme Catherine, a la force de transformer les tempêtes en calme. « Ce matin, j'ai trouvé ceci sous ma porte, » dit Marianne, sortant une enveloppe du livre. À l'intérieur, il y avait un billet de première classe pour Milan et un délicat médaillon en or. Rose prit le médaillon avec soin. C'était une pièce ancienne, clairement un bijou de famille. Ce médaillon s'appartenait à la mère de M. Gabriel. Il a toujours dit qu'il ne le remettrait qu'à quelqu'un qui compterait vraiment. À ce moment, Isabelle entra dans la chambre portant plusieurs sacs. « Ma chère, j'ai apporté votre robe pour le dîner de bienfaisance de ce soir. » Gabriel a insisté pour qu'elle soit spéciale. Marianne avait presque oublié l'événement. Ce serait son dernier engagement social avant la date limite pour répondre à l'université. Quand Isabelle révéla la robe, un magnifique modèle, bleu nuit avec des détails argentés, Marianne sentit son cœur se serrer. C'était exactement comme la robe qu'elle avait décrite à Gabriel lors d'une de leurs conversations sur son conte de fées idéales. « Il a demandé qu'elle soit faite spécialement pour vous, » expliqua Isabelle, l'aidant à l'essayer. « Chaque détail a été pensé selon vos préférences. »
En se regardant dans le miroir, Marianne réalisa que ce n'était pas juste une robe, c'était une déclaration silencieuse d'amour. Gabrielle avait prêté attention à chaque petit détail qu'elle mentionnait, chaque rêve qu'elle partageait. Le dîner de ce soir aura lieu dans le jardin d'hiver, informa Rose. Gabrielle a passé la journée à superviser personnellement chaque détail de la décoration. À mesure que le soleil se couchait, Marianne se préparait avec un soin particulier. Le médaillon reposait sur sa poitrine, brillant doucement contre le tissu de la robe. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'Isabelle donnait les dernières retouches à ses cheveux. « Marianne », appela Isabelle, son ton plus sérieux que d'habitude. « Dans toutes mes années comme conseillère, j'ai appris à reconnaître quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Ce que vous et Gabrielle avez, c'est rare. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'être heureuse. » Quand Marianne descendit les escaliers en direction du jardin d'hiver, son cœur battait la chamade. Qui trouverait-elle? Comment pourrait-elle choisir entre deux rêves aussi précieux? Le médaillon à son cou semblait pulser avec le poids de la décision qu'elle devait prendre. Le jardin d'hiver était transformé. Des milliers de petites lumières scintillaient parmi les feuillages, créant une atmosphère magique. Des tables élégantes, disposées en demi-cercle, entouraient une petite piste de danse. Et au centre, une fontaine en cristal murmurait doucement. Gabrielle attendait au pied de l'escalier, impeccable dans son costume sombre. Son regard, en voyant Marianne descendre les escaliers, était d'une pure admiration. « Vous êtes éblouissante », dit-il, offrant son bras. « Le médaillon vous va parfaitement. » Les invités arrivaient déjà, des personnalités importantes de la société, tous, là pour soutenir la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital que le groupe Montfort construisait. Marianne remarqua que, contrairement aux autres événements, celui-ci semblait plus intime, plus personnel. « Gabrielle », appela une voix familière. C'était Carmen Valois, de la Fondation culturelle, accompagnée d'un monsieur élégant aux cheveux grisonnants. « Je voudrais vous présenter le professeur Alexandre Comté, directeur du programme de littérature de l'Université de Milan. » Marianne sentit son cœur manquer un battement. Gabrielle serra doucement sa main, lui transmettant de l'assurance. « Signorina, Marianne, » dit le professeur Comte avec un sourire chaleureux, « c'est un plaisir de finalement vous rencontrer. Votre proposition de recherche sur la littérature féminine du XIXe siècle est fascinante. Nous voyons rarement autant de potentiel chez une candidate aussi jeune. » Pendant le dîner, Marianne se retrouva engagée dans une discussion passionnante avec le professeur sur Jane Austen et les sœurs Brontë. Gabrielle l'observait avec un mélange de fierté et de mélancolie, sirotant son vin en silence. « Vous savez, » commenta le professeur Comte entre deux plats, « nous avons un programme spécial d'échange avec d'autres universités européennes. Nos étudiants peuvent passer un semestre à Paris, Londres ou même revenir en France pour des recherches sur le terrain. » Marianne réalisa ce que Gabrielle avait fait. Il ne soutenait pas seulement son rêve, il construisait des ponts pour qu'elle puisse les réaliser tous, sans avoir à choisir entre l'amour et la carrière. Après le dîner, quand la musique commença à jouer, Gabrielle la conduisit sur la piste de danse. Les notes douces de La vie en rose remplissaient l'air, tandis qu'il se mouvait en parfaite harmonie. « Pourquoi le professeur Comte est-il ici ?» demanda doucement Marianne. « Parce que je voulais que vous compreniez quelque chose », répondit Gabrielle, ses yeux verts fixés sur les siens. « L'amour véritable n'emprisonne pas, il libère. Je ne veux pas que vous choisissiez entre vos rêves et ce qui naît entre nous. Je veux que vous ayez tout. » Marianne sentit des larmes se former dans ses yeux. « Mais si je pars, et si vous partez, je serai là, » interrompit-il gentiment. « Milan n'est pas si loin. Il y a des vols quotidiens, des appels vidéo, et j'ai des contacts en Italie qui peuvent vous aider pour tout ce dont vous avez besoin. Plus important, vous avez ce médaillon. » Ses doigts effleurèrent le bijou au cou de Marianne. « Il appartenait à ma mère. Elle m'a dit une fois que l'amour véritable est comme ce bijou. Il peut traverser des générations, des océans, et pourtant garder son éclat intact. » La musique touchait à sa fin, mais ils continuaient à danser, perdus dans leur propre monde. Les invités observaient le couple avec des sourires entendus. Il était impossible de ne pas remarquer l'amour qui irradiait d'eux. « Gabrielle, » murmura Marianne, « j'ai peur, non pas de partir, mais que tout ceci soit un rêve dont je vais me réveiller. »
Il sourit, ce sourire qui faisait fondre son cœur. Alors rendons cela réel. Acceptez la place à Milan. Poursuivez vos rêves. Et permettez-moi de faire partie de ce voyage, même à distance. La nuit avançait, et sous les étoiles qui brillaient à travers le toit en verre du jardin d'hiver, Marianne comprit enfin que, parfois le destin nous offre non pas des choix mais des possibilités, et là, dans les bras de Gabriel, toutes les possibilités semblaient merveilleuses. L'aéroport international était animé ce matin de septembre. Marianne, vêtue avec une élégance discrète, une des leçons apprises d'Isabelle, attendait l'embarquement pour Milan. Gabriel était à ses côtés, sa présence forte et silencieuse, transmettant la sécurité dont elle avait tant besoin en ce moment. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je vienne avec vous ?» demanda-t-il pour la 3e fois, tenant sa main avec délicatesse. « Je peux parfaitement reporter quelques réunions. » Marianne sourit, touchant le médaillon à son cou. « Je dois faire cela seule, Gabriel. Je sais que vous comprenez, il. » Acquiesça, ses yeux verts brillant d'un mélange de fierté et de nostalgie anticipée. Madame Rose avait insisté pour venir dire au revoir aussi, et maintenant, elle remettait à Marianne un petit panier de biscuits fait maison. « Pour quand? Vous aurez le mal du pays, » dit la gouvernante, essayant de cacher ses larmes. « Et n'oubliez pas de vérifier cette boîte spéciale que j'ai mise dans votre valise. » Isabelle, qui avait aidé à toute la logistique du déménagement, y compris une garde-robe appropriée pour les 4 saisons italiennes, donnait les dernières recommandations. Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé sur l'étiquette européenne, et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de conseils. L'annonce de l'embarquement résonna dans les haut-parleurs. C'était l'heure. Marianne sentit son cœur se serrer. « Gabriel, Il la fit taire d'un baiser doux, le premier qu'il partageait en public. « Ce sera incroyable, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Vous allez conquérir Milan comme vous. »« Avez conquis mon cœur. » Marianne embarqua les yeux embués, mais le cœur plein d'espoir. Quand l'avion décolla, elle ouvrit son sac à main et trouva une enveloppe qui n'y était pas auparavant. La calligraphie élégante de Gabriel était reconnaissable entre mille, à lire seulement quand vous serez dans les airs. À l'intérieur, il y avait une lettre. « Ma chère Marianne, tandis que vous lisez ces mots, vous volez littéralement vers vos rêves. Je ne pourrais être plus fier. Vous avez transformé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginée. Possible. D'une mariée abandonnée, vous êtes devenue une femme forte, indépendante et encore plus extraordinaire que vous ne l'étiez déjà. Je sais que vous avez peur. Les changements font toujours peur. Mais souvenez-vous, vous avez le monde à vos pieds et un cœur qui bat pour vous de l'autre côté de l'océan. L'appartement que j'ai loué pour vous est situé près de l'université. Il est petit, mais possède une bibliothèque intégrée que j'ai tenu à équiper de quelques classiques italiens. La gouvernante, Signora Lucia, est de confiance et a déjà reçu instruction de vous aider pour tout ce dont vous aurez besoin. Mais le plus important, dans la boîte que Rose a mise, dans votre valise, vous trouverez un cadeau spécial. C'est un journal qui a appartenu à ma grand-mère. Elle aussi est allée étudier en Italie quand elle était jeune, laissant derrière elle un amour qu'elle croyait impossible. Dans ces pages jaunies par le temps, vous trouverez une histoire de courage, de persévérance et d'un amour qui a surmonté la distance. La différence est que nous avons la technologie en notre faveur. Je promets d'être présent à chacune de vos réussites, même virtuellement. Et les week-ends, eh bien, Milan n'est pas si loin de Paris. Emportez mon cœur avec vous, avec ce médaillon. Et souvenez-vous, parfois nous devons nous éloigner pour découvrir à quel point nous pouvons nous rapprocher. Avec tout mon amour, Gabriel. Marianne serra la lettre contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. L'hôtesse, de l'air qui passait, lui offrit un mouchoir avec un sourire compréhensif. Quand l'avion traversa une couche de nuages, Marianne vit le soleil briller avec force à travers le hublot. C'était comme si l'univers envoyait un signal. Les nouveaux débuts pouvaient être effrayants, mais ils pouvaient aussi être extraordinairement beaux. Elle prit son téléphone et ouvrit le dernier message de Gabriel. Une photo du jardin d'hiver du manoir Montfort avec la légende « Votre place spéciale vous attendra ». À l'arrière-plan, elle pouvait voir la fontaine où ils avaient dansé pour la première fois, maintenant décorée d'orchidées, ses fleurs préférées. Tatessi, vol serait long, mais Marianne ne se sentait pas seule. Elle portait avec elle non seulement des rêves et des espoirs, mais aussi la certitude d'un amour qui,
comme le médaillon à son cou, avait traversé des générations pour la trouver. Milan accueillit Marianne avec un automne doré. Les rues, anciennes de la ville, exhalaient histoire et romantisme, et son petit appartement dans le quartier de Brera était exactement comme Gabriel l'avait décrit, accueillant et plein de personnalité. La signora Lucia, une dame italienne aux cheveux gris et au sourire chaleureux, l'attendait avec un authentique risotto à la milanaise. « Benvenuta, signorina Marianne. Il signor Montfort mi ha parlato molto di te. » En défaisant ses valises, Marianne trouva la boîte mentionnée par Rose. À l'intérieur, en plus du journal promis par Gabriel, il y avait un appareil photo professionnel avec un mot, pour capturer chaque moment de cette nouvelle aventure. Avec amour, j'ai... Les premières semaines à l'université furent intenses. Le professeur Comte avait organisé un groupe d'études spéciales, où Marianne se distingua rapidement par ses analyses perspicaces de la littérature romantique. Entre les cours et les travaux, elle maintenait un contact quotidien avec Gabriel par appel vidéo. « Comment s'est passée votre présentation aujourd'hui ?» demanda-t-il un soir, son visage sur l'écran de l'ordinateur transmettant ce regard d'admiration qu'elle aimait tant. « Incroyable. Le professeur Comte a adoré mon analyse sur l'influence de Mary Shelley dans la littérature gothique, » répondit Marianne animée. « Mais nos discussions dans la bibliothèque me manquent. »« À moi aussi, » sourit Gabriel. « Le jardin d'hiver n'est pas le même sans vous. » C'est durant une de ces conversations que Marianne rencontra Marco, un camarade italien du programme de master. Grand, charmant et passionné de littérature, il commença à s'approcher d'elle avec un intérêt qui allait au-delà de l'académique. « Marianne, vous devez connaître le vrai Milan », insista Marco après un cours. « Que diriez-vous d'un café ? Au Duomo ? Je peux vous montrer des endroits que les touristes ne connaissent pas. » Elle hésita, touchant instinctivement le médaillon. « Désolé Marco, mais j'ai un engagement aujourd'hui. Gabriel vient me rendre visite ce week-end. » Le sourire de Marco vacilla légèrement. « Ah oui, votre protecteur français. Vous savez, des histoires intéressantes circulent sur lui dans le monde des affaires. On dit que sa fortune a des origines douteuses. » Marianne sentit son sang bouillir. « Je ne crois pas au ragot, Marco. Je connais le caractère de Gabriel. » « Vraiment ? Depuis combien de temps le connaissez-vous vraiment ? Parfois, les gens ne sont pas qui ils semblent être. » Les paroles de Marco plantèrent une graine d'inquiétude chez Marianne. Ce soir-là, en relisant le journal de la grand-mère de Gabriel, elle trouva un passage qui attira son attention. Le véritable amour n'a pas besoin de preuves ou d'explications. Il est simplement pur et transparent comme le cristal le plus fin. Ceux qui tentent de le tacher avec des doutes sont ceux qui n'ont jamais connu sa véritable force. Le vendredi, quand Gabriel arriva à l'aéroport de Malpensa, tous les doutes se dissipèrent. Il était encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait, portant un bouquet d'orchidées et un sourire qui illuminait tout le hall. « Bienvenue à Milan, » dit-elle, courant dans ses bras. « Bienvenue à la maison, » répondit-il, l'enveloppant dans une étreinte serrée, « parce que la maison est là où vous êtes. » Tandis qu'ils marchaient main dans la main dans les rues anciennes de Milan, Marianne réalisa que certaines histoires d'amour sont comme les grandes œuvres d'art de la ville. Elles ont besoin de temps et de dévouement pour être construites. Mais une fois terminées, elles deviennent éternelles. Sur la terrasse de son appartement sous les étoiles italiennes, Gabriel la surprit avec une boîte en velours bleu. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles en saphir qui s'accordaient parfaitement avec le médaillon. Pour vous rappeler que même séparés par un océan, nos cœurs battent au même rythme, dit-il, plaçant délicatement les boucles d'oreilles à ses oreilles. Marianne sourit, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. « Savez-vous ce que j'ai découvert en lisant le journal de votre grand-mère ? Que parfois nous devons partir pour être sûrs de l'endroit auquel nous appartenons vraiment. L'hiver milanais peignait la ville de tons gris et blancs, mais le petit appartement de Marianne était un refuge accueillant contre le froid. Les murs de la bibliothèque étaient déjà décorés de photos de ces moments avec Gabriel. Sourires partagés au Duomo, étreintes dans la Galleria Vittorio Emanuele, baisers volés dans les jardins de la Villa Borghese lors d'un week-end à Rome. Ce matin-là, en organisant ses notes pour le cours, Marianne reçut un message inattendu d'Isabelle. « Ma chère, je dois vous dire quelque chose d'important. Pouvez-vous faire un appel vidéo maintenant ?» Le visage normalement serein d'Isabelle
semblait préoccupé sur l'écran de l'ordinateur. « Marianne, quelque chose se passe ?» Richard et Béatrice répandent des rumeurs sur Gabriel dans la presse. « Local. »« Quel genre de rumeurs ?» demanda Marianne, sentant son cœur se serrer. « Ils insinuent que Gabriel a délibérément saboté les affaires de Richard, qu'il a des connexions douteuses. Béatrice donne des interviews, disant que vous et Gabriel aviez tout planifié depuis le début, y compris l'annulation du mariage. » Marianne sentit son sang se glacer. Les paroles de Marco sur les origines douteuses de la fortune de Gabriel résonnèrent dans son esprit. « Mais c'est absurde. Gabriel ne me connaissait même pas avant ce jour-là. Nous le savons, ma chère. Mais la presse adore un scandale. Gabriel essaie de vous protéger en gardant tout loin des journaux italiens. » Mais, à ce moment, une notification apparut sur le téléphone de Marianne. C'était Marco partageant un lien d'un journal français. Le titre fit retourner son estomac. « Homme d'affaires mystérieux. Les vérités cachées de l'Empire Montfort. » Les mains tremblantes, Marianne ouvrit l'article. C'était un texte sensationnaliste, plein d'insinuations sur comment Gabriel avait détruit systématiquement ses concurrents au fil des ans. Richard apparaissait comme la source principale, prétendant avoir des preuves d'activités illicites. « Isabelle, je dois rentrer en France, » déclara Marianne, sa voix ferme malgré la peur. « Non, ma chère, c'est exactement ce qu'ils veulent. Gabriel s'occupe de tout. Il m'a demandé de vous prévenir qu'il est en route pour Milan. » Après avoir raccroché, Marianne trouva plusieurs messages de Marco. « Vous avez vu? J'ai essayé de vous prévenir. »« Nous devons parler, j'ai plus d'informations. Retrouvez-moi au café de l'université dans 1 heure. » Marianne hésita, son doigt planant au-dessus des messages. D'un côté, elle voulait défendre Gabriel bec et ongles. De l'autre, une petite voix dans sa tête se demandait combien en savait-elle vraiment sur son passé, décidée à affronter. Les doutes de front, elle accepta de rencontrer Marco. Le café était presque vide quand elle arriva, seulement quelques étudiants dispersés, combattant le froid avec des tasses fumantes de cappuccino. Marco l'attendait déjà à une table, discrète au fond. « Marianne, je suis désolé que vous ayez à découvrir cela ainsi, » commença-t-il, sa voix chargée d'une fausse préoccupation. « Mais j'ai plus d'informations que vous devez voir. » Il fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait de vieux articles de journaux sur des faillites mystérieuses d'entreprises concurrentes du groupe Montfort, des photos de Gabriel lors de réunions avec des personnes à la réputation douteuse, des documents suggérant des transactions suspectes. « Comment avez-vous obtenu tout cela ?» demanda Marianne, sa voix tremblante. Marco hésita un moment. « J'ai des contacts dans le monde journalistique. Et il y a plus, j'ai découvert que Gabriel vous connaissait bien avant le jour de votre mariage. Il suivait vos pas depuis des mois. » Le médaillon au cou de Marianne sembla peser 1 tonne. Elle se souvint des paroles de Gabriel. « Pendant des mois, j'ai observé votre dévouement, votre gentillesse. Pourquoi me montrez-vous cela, Marco ? » « Parce que je me soucie de vous, Marianne. Beaucoup. » Il tendit la main à travers la table, essayant de toucher la sienne, mais Marianne recula. À ce moment, son téléphone vibra avec un message de Gabriel. « Je viens d'atterrir à Malpensa. Nous devons parler. Il y a des choses que vous devez savoir, mais je veux que vous les entendiez de moi. Pas d'étrangers avec leurs propres agendas. » Marianne se leva brusquement, rassemblant ses affaires. « Merci pour votre préoccupation, Marco, mais je dois partir. » « Marianne, attendez, il vous manipule. Vous ne voyez pas ?» Elle s'arrêta à la porte du café, se retournant pour le « Regardez, la seule personne qui essaie de me manipuler ici, c'est vous. Et savez-vous quelle est la différence entre vous et Gabriel? Il m'a toujours donné la liberté de faire mes propres choix. » Tandis qu'elle marchait rapidement dans les rues glacées de Milan, Marianne sentait son cœur en tumulte. Elle devait entendre la vérité de la bouche de Gabriel, regarder dans ses yeux et faire confiance à son propre cœur pour reconnaître la vérité. La neige tombait doucement sur Milan quand Marianne arriva à son appartement. Gabriel l'attendait. Déjà à l'entrée de l'immeuble, les flocons blancs parsemant son manteau sombre. Ses yeux verts, normalement si assurés, portaient une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Pouvons-nous parler là-haut » demanda-t-il doucement. La signora Lucia, qui passait par le hall à ce moment-là, leur lança un regard maternel
avant de disparaître discrètement par la porte de service. Dans l'appartement, le silence pesait entre eux. Marianne enleva son manteau couvert de neige et toucha instinctivement le médaillon, cherchant du courage. Gabriel resta près de la fenêtre, observant la ville couverte de blanc. « Vous avez vu les nouvelles, dit-il. Ce n'était pas une question. »« Oui, et Marco m'a montré un dossier. Plein de coupures de presse et de documents sur vous. » Gabriel se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Marco, votre camarade de master? Il semble en savoir beaucoup sur vous, sur nous. » « J'imagine que oui, répondit Gabriel, un sourire triste jouant sur ses lèvres, étant donné qu'il est le neveu d'Auguste, l'homme qui s'est enfui avec mon ex-femme. Marianne eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Quoi ?» J'ai découvert il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à enquêter sur qui était derrière ces histoires dans la presse. Marco Visconti, fils de Maria Visconti, sœur d'Auguste. Il s'est inscrit au master spécifiquement pour se rapprocher de vous. Marianne s'effondra sur le canapé, son esprit traitant la révélation. Alors tout cela, toutes ces accusations, font partie d'une vengeance élaborée, compléta Gabriel, s'asseyant à ses côtés. Mais avant que vous ne posiez la question, oui, certaines histoires ont un fond de vérité. Je vous ai effectivement observé avant ce jour à l'église, et oui, je connaissais les dettes de Richard, ses aventures extra-conjugales. Il prit les mains de Marianne entre les siennes, son contact doux comme toujours. La première fois que je vous ai vu à la bibliothèque municipale, lisant des histoires aux enfants défavorisés, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai commencé à fréquenter les mêmes endroits, observant de loin votre bonté, votre lumière. Quand j'ai découvert vos fiançailles avec Richard, j'ai tenu à l'enquêter. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas supporter de voir une autre âme pure être détruite par quelqu'un qui n'en est pas digne. Richard était noyé dans les dettes de jeu. Il avait des liaisons avec plusieurs femmes, dont Béatrice. J'aurais pu intervenir, tout vous dire, mais vous vouliez que je découvre par moi-même, compléta Marianne, commençant à comprendre. Exactement. Vous deviez faire vos propres choix. Alors, oui, j'étais à l'église ce jour-là, prête à vous aider. Mais je n'ai jamais planifié ni causé ce qui est arrivé. J'étais simplement prêt à être votre port d'attache quand la tempête arriverait. Le printemps arriva à Milan, apportant avec lui non seulement des fleurs, mais aussi un renouveau. Après les révélations sur Marco, Marianne s'était plongée encore plus profondément dans ses études, transformant toute cette expérience en matériel pour sa thèse sur les protagonistes féminines qui trouvent leur force à travers l'adversité. Le professeur Comte fut impressionné par la nouvelle profondeur qu'elle apportait aux discussions en classe. Votre analyse sur la façon dont Jane Eyre et Elizabeth Bennet affrontent les conventions sociales a une perspective unique, signorina Marianne. Elle semble personnelle. À la maison, le petit appartement de Brera s'était transformé en un véritable refuge. La signora Lucia, qui était maintenant pratiquement une seconde mère pour Marianne, remplissait la maison avec l'arôme de plats italiens typiques et des histoires sur sa propre jeunesse. « Vous savez, Bambina, dit-elle un après-midi pendant qu'elle préparait une lasagne ensemble, « quand l'amour est vrai, il survit à n'importe quelle tempête. Mon Giuseppe, que Dieu le garde, a affronté toute sa famille pour m'épouser. Il disait que lui, un médecin respecté, ne pouvait pas épouser une simple fille de boulanger. » Marianne sourit, pensant à comment sa propre histoire avec Gabriel défiait les attentes. Les visites de Gabriel à Milan étaient devenues plus fréquentes depuis l'incident avec Marco. À chaque fois qu'il arrivait, il apportait non seulement des cadeaux, mais aussi des nouvelles sur la façon dont il gérait les fausses accusations. « J'ai rencontré le fils d'Isabelle », révéla-t-il lors d'un dîner aux chandelles sur la terrasse. « Michel a 16 ans maintenant. Après que toute cette histoire soit devenue publique, il m'a lui-même cherché, voulant connaître la vérité. »« Et comment était-ce » demanda Marianne, entrelaçant ses doigts aux siens sur la table. « Intense, émouvant. C'est un garçon incroyable, tu sais. Il joue du piano comme sa mère, mais il a mes yeux. Il veut te rencontrer lors des prochaines vacances. » La nouvelle prit Marianne par surprise. « Moi ? Mais, tu es sûr ?» Gabriel sourit, ce sourire qui faisait toujours fondre son cœur. « C'est lui qui l'a demandé. Il dit qu'il veut connaître la femme qui a rendu le bonheur à son père. » Les semaines suivantes furent consacrées à un travail académique intense pour Marianne. Sa thèse prenait forme, et le professeur Comte suggéra qu'elle présente une partie de sa recherche
lors d'un important congrès de littérature à Florence. Ce sera une opportunité unique, expliqua-t-il. Éditeurs universitaires, écrivains renommés, tous seront là. La préparation pour le congrès occupait ses matinées et ses après-midi. Le soir, pendant les appels vidéo avec Gabrielle, elle partageait ses craintes et ses attentes. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» demanda-t-elle un soir en révisant ses notes pour la 1000e fois. Marianne, la voix de Gabrielle était douce mais ferme à travers l'écran. « Tu as affronté une humiliation publique et transformé cette expérience en force. Tu as surmonté des conspirations et des tentatives de manipulation sans perdre ton essence. Ta thèse sur « les femmes qui trouvent à leur pouvoir à travers l'adversité » n'est pas seulement une recherche académique, c'est ton propre témoignage. Isabelle, qui avait volé jusqu'à Milan spécialement pour l'aider à se préparer pour le congrès, était d'accord. « Tu n'es plus cette jeune fille insécure que j'ai connue, » dit-elle en ajustant un élégant ensemble tailleur vert émeraude. « Tu es une femme qui connaît sa valeur. » La veille de la présentation, un énorme bouquet d'orchidées arriva à l'appartement. La carte disait simplement « Pour la femme qui m'a appris que l'amour véritable n'est pas une prison, mais une liberté. Je serai au premier rang demain. Avec amour, G. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Marianne ouvrit à nouveau le journal de la grand-mère de Gabrielle. Un passage en particulier attira son attention. La véritable renaissance ne se produit pas au printemps, mais dans le cœur. C'est quand nous apprenons que chaque défi, chaque douleur, chaque moment de doute ne sert qu'à nous rendre plus forts, plus vrais, plus nous-mêmes. Touchant le médaillon à son cou, Marianne sourit à son reflet dans le miroir. Demain, elle affronterait un public d'experts pour défendre sa thèse. Mais contrairement à ce jour à l'église il y a presque un an, elle ne serait pas seule. Elle avait l'amour de Gabrielle, le soutien d'amis véritables, et surtout, elle savait elle-même, plus forte et plus sûre que jamais. La salle principale du Palazzo Vecchio à Florence était comble. Marianne, dans son ensemble vert émeraude, attendait dans les coulisses son moment de présentation. À travers le rideau, elle pouvait voir Gabrielle au premier rang, élégant comme toujours dans son costume italien, conversant avec le professeur Comte. « 5 minutes, signorina », avertit l'un des organisateurs. Marianne respira profondément, récapitulant mentalement ses arguments. Sa présentation, héroïne silencieuse, la force féminine dans la littérature du XIXe siècle, était, plus qu'une analyse académique, c'était un reflet de son propre parcours. Le professeur Comte monta sur scène pour faire son introduction. C'est avec un grand plaisir que je présente l'une des voix les plus prometteuses de la nouvelle génération de chercheurs en littérature, sa perspective unique sur les héroïnes. Classique a révolutionné notre compréhension des textes traditionnels. Quand Marianne prit sa place au pupitre, la première chose qu'elle vit fut le sourire encourageant de Gabrielle. À ses côtés, à sa surprise, se trouvait un adolescent aux yeux verts identiques aux siens, Michel. La littérature du XIXe siècle, commença-t-elle sa voix ferme et claire, nous a présenté des héroïnes qui, même limitées par leurs circonstances sociales, ont trouvé des moyens d'exercer leur pouvoir et d'affirmer leur individualité. Au fur et à mesure qu'elle développait ses arguments, Marianne se rendit compte qu'elle avait complètement captivé l'audience. Ses analyses de Jane Eyre, Elizabeth Bennet et d'autres protagonistes résonnaient de manière spéciale auprès du public. Ces femmes, poursuivit-elle, ne sont pas des héroïnes simplement parce qu'elles affrontent l'adversité, mais parce qu'elles maintiennent leur essence même quand le monde essaie de les façonner en quelque chose qu'elles ne sont pas. Leur véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des batailles externes, mais de rester fidèles à elles-mêmes. À la fin de la présentation, l'auditorium éclata en applaudissements enthousiastes. Le professeur Comte fut le premier à se lever, suivi par tout le public. Marianne vit des larmes de fierté dans les yeux de Gabrielle. Pendant la séance de questions, une éditrice renommée de Londres manifesta son intérêt pour transformer sa thèse en livre. « Votre perspective est unique », dit-elle. « Elle apporte une sensibilité contemporaine à la littérature classique sans perdre la profondeur académique. » Après la présentation, tandis qu'elle recevait les félicitations des présents, Michel s'approcha timidement. « Salut », dit-il. « J'ai adoré votre conférence, particulièrement la partie sur comment les apparences peuvent tromper et comment parfois nous devons perdre quelque chose pour trouver quelque chose de mieux. » Marianne sentit son cœur fondre.
Le garçon était l'image du père, avec la même intensité dans le regard. « Merci Michel, cela signifie beaucoup pour moi. » Gabriel s'approcha, enveloppant les deux dans une étreinte. « Et si nous célébrions ?» Avec un dîner typique florentin, je connais un endroit parfait avec vue sur l'Arno. Le restaurant était un lieu charmant et discret, avec une terrasse couverte de vignes. Michel, initialement timide, se détendit bientôt, partageant des histoires sur sa vie en Suisse et rêve d'étudier la musique. « Papa, dit-il à un moment donné, pourquoi ne m'as-tu jamais cherché avant ?» Gabriel prit la main de son fils sur la table. « Parce que ta mère et tes grands-parents avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas de moi dans ta vie. J'ai respecté cela même si c'était douloureux, parce que parfois aimer signifie savoir attendre. » « Comme tu as attendu pour Marianne ?» demanda Michel avec un sourire espiègle. Gabriel rit, regardant Marianne avec amour. « Oui, exactement. Comme ça. » Le dîner se prolongea tard dans la nuit, les lumières de Florence scintillant sur la rivière Arno comme des étoiles liquides. Marianne observait père et fils interagir, réalisant comment le destin avait des façons mystérieuses de réparer ce qui était brisé. Plus tard, quand Michel s'était déjà retiré à l'hôtel, Gabriel et Marianne marchaient main dans la main sur le Ponte Vecchio. « Je savais que tu serais incroyable aujourd'hui, » dit-il s'arrêtant au milieu du pont historique. « Tu as le don de transformer la douleur en beauté, les défis en force. »« J'ai appris avec le meilleur, » répondit-elle, ajustant le médaillon qu'elle ne quittait jamais. « Tu m'as appris que parfois, les fins les plus belles commencent par un cœur brisé. » Gabriel l'attira près de lui, le parfum de jasmin des jardins proches les enveloppant comme une caresse. Et tu m'as appris que certains cœurs ont besoin d'être brisés pour pouvoir s'ouvrir complètement au véritable amour. Le succès de Marianne au congrès de Florence résonna dans le monde académique. Des invitations à des conférences commencèrent à arriver, et l'éditrice londonienne se montrait de plus en plus intéressée à publier son travail. Cependant, tout n'était pas rose dans le printemps italien. Un matin, en prenant un café avec la signora Lucia, Marianne reçut un appel urgent d'Isabelle. « Ma chère, nous devons parler. » La voix de la conseillère semblait tendue. « Richard et Marco préparent quelque chose d'important. Je viens de découvrir qu'ils ont prévu une conférence de presse à Paris pour demain. » Marianne sentit son estomac se retourner. Quel genre de conférence? Ils disent avoir des preuves définitives contre Gabriel. Des documents, des témoins, tout. Ils promettent de révéler le vrai visage de l'Empire Montfort. À ce moment, une notification apparut sur le téléphone de Marianne. C'était un email du professeur Comte. « Signorina, nous devons parler urgemment. J'ai reçu des informations préoccupantes sur votre situation. » Le bureau du professeur était silencieux quand Marianne arriva. Comte l'accueillit avec une expression grave, une enveloppe brune sur son bureau. « Marianne, commença-t-il, utilisant son prénom pour la première fois, j'ai reçu ceci ce matin. Ce sont des documents qui suggèrent que votre admission au programme a été influencé. » Comment ça? Quelqu'un essaie d'insinuer que M. Montfort a utilisé son influence pour garantir votre place dans le master. Il y a aussi des allégations de plagiat dans votre thèse. Marianne sentit son sang se glacer. « Mais c'est absurde, vous avez vous-même supervisé ma recherche depuis le début. »« Je sais, » répondit Comte gentiment. « C'est pourquoi je vous ai appelé. Je ne crois à aucune de ces accusations. Votre travail est brillant et original, mais vous devez être prête, cela peut devenir public à tout moment. » En quittant l'université, Marianne appela immédiatement Gabriel. À sa surprise, il était déjà en route pour Milan. « J'ai reçu un appel téléphonique intéressant aujourd'hui, » dit-il, sa voix transmettant un calme calculé. « Auguste, l'ex-meilleur ami qui s'est enfui avec Isabelle, veut me rencontrer. Il dit avoir des informations sur qui est réellement derrière tout cela. Ça ne pourrait pas être un piège? Probablement. Mais parfois nous devons affronter les ombres pour les laisser derrière nous une fois pour toutes. » Quand Gabriel arriva à l'appartement ce soir-là, il apporta avec lui un dossier semblable à celui que Marco avait montré des mois auparavant. « J'ai trouvé ceci dans l'ancien bureau d'Isabelle », expliqua-t-il, étalant les documents sur la table. « Ce sont des registres de transactions suspectes, mais pas du groupe Montfort, ce sont de l'entreprise d'Auguste et Richard. » Marianne examina les papiers attentivement. Ces chiffres semblent indiquer exactement. Ils détournèrent de l'argent depuis des années.
Quand j'ai découvert cela peu avant le départ d'Isabelle, j'ai commencé à enquêter discrètement. C'est pour cela qu'elle s'est enfuie avec Auguste, pas par amour, mais pour protéger leur système. Et Richard, comment s'intègre-t-il dans tout ça? Il était le comptable qui aidait à blanchir l'argent. Quand j'ai commencé à racheter les entreprises qu'ils utilisaient dans leur système, leur empire a commencé à s'effondrer. C'est pourquoi il avait tant besoin de t'épouser. Ta famille a une réputation impeccable sur le marché financier. La signora Lucia entra silencieusement, apportant un plateau avec du thé et des biscuits. Son regard était d'une préoccupation maternelle. « Que ferons-nous maintenant » demanda Marianne, servant 2 tasses de thé. Auguste a fixé un rendez-vous pour demain dans un café près du Duomo. Il veut négocier les vrais documents contre notre silence sur le passé. « Je ne lui fais pas confiance », déclara Marianne, son instinct criant d'alerte. Gabriel sourit, ce sourire qui calmait toujours son cœur. « Moi non plus, c'est pourquoi j'ai déjà pris mes précautions. Isabelle est à Paris avec toute la documentation nécessaire pour exposer leur système. Michel est en sécurité en Suisse avec une équipe de sécurité. Et toi? »« Je viens avec toi demain », interrompit fermement Marianne. « Je ne te laisserai pas affronter cela seul. » Gabriel la regarda avec admiration. « Tu n'es plus cette mariée abandonnée à l'hôtel, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle, touchant le médaillon. « Je suis la femme que tu as aidé à découvrir en moi-même. Et maintenant, c'est mon tour de me battre pour nous. » La nuit avançait sur Milan, et tandis que la ville dormait, 2 cœurs planifiaient d'affronter ensemble les ombres du passé. Le médaillon au cou de Marianne brillait doucement sous la lumière de la lune, comme s'il se préparait aussi pour la bataille à venir. Le matin se leva gris sur la piazza del Duomo. Marianne et Gabriel arrivèrent tôt au café indiqué, choisissant une table qui offrait une vue claire, tant sur la place que sur l'entrée. Isabelle avait confirmé que tout était prêt à Paris. Au moindre signe de problème, elle libérerait les documents à la presse. « Nerveuse ?» demanda Gabriel, remarquant comment Marianne tournait le médaillon entre ses doigts. « Un peu, » admit-elle, « mais je me sens aussi prête. » Le café commençait à se remplir de touristes et de locaux quand Auguste arriva. Les années n'avaient pas été clémentes avec lui. Son visage était marqué par des rides d'inquiétude et ses yeux portaient un poids visible. « Gabriel » salua-t-il sèchement, avant de se tourner vers Marianne avec intérêt. « Alors voici la fameuse mariée abandonnée qui a conquis le cœur du grand Montfort. »« Asseyez-vous, Auguste, » dit Gabriel, sa voix contrôlée. « Vous avez dit que vous aviez quelque chose à nous dire. » Auguste tira une chaise, ses yeux ne quittant jamais le visage de Marianne. « Vous savez, vous me rappelez Isabelle quand elle était plus jeune, même détermination dans le regard. »« Nous ne sommes pas ici pour parler du passé, » interrompit fermement Marianne. « Que voulez-vous » Un sourire tordu apparut sur les lèvres d'Auguste. « Droit au but, j'aime ça. Très bien, je suis ici parce que Richard et Marco sont allés trop loin. Ils prévoient d'utiliser la conférence de presse d'aujourd'hui pour détruire non seulement Gabriel, mais vous aussi, Marianne. »« Comment ça ?» ?»« Ils vont présenter des documents falsifiés suggérant que vous avez tout planifié depuis le début. Le mariage raté, votre entrée à l'université, tout. Ils ont même de faux registres de rencontres entre vous deux des mois avant le mariage. » Gabriel resta impassible, mais Marianne remarqua comment ses doigts se crispèrent autour de la tasse de café. « Pourquoi nous dites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai aussi un fils, » répondit Auguste, son masque d'arrogance tombant un instant. « Michel. » Il se rapproche enfin de son père, construisant une relation. « Je ne peux pas laisser détruire cela. »« Que suggérez-vous » questionna Gabriel. « J'ai les documents originaux qui prouvent que toutes les accusations sont fausses. J'ai aussi des preuves des activités illégales de Richard. Je vous remettrai tout, à une condition. » « Laquelle ? Que mon nom reste en dehors de tout ça. Pas pour moi, mais pour Michel. Il a déjà assez souffert de nos erreurs. » Marianne et Gabriel échangèrent un regard. À travers les années de vie commune, ils avaient développé une communication silencieuse qui transcendait les mots. « D'accord, » accepta Gabriel. « Mais nous avons besoin des documents maintenant. La conférence de presse est dans 3 heures. » Auguste acquiesça, sortant une clé USB de sa poche. « Tout est là, y compris une lettre d'Isabelle. Elle l'a écrite avant de partir. Elle explique tout, assume sa culpabilité. J'ai pensé que Michel devrait la voir un jour. »
Gabriel prit la clé USB avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de précieux et potentiellement explosif. En même temps, il y a encore une chose, continua Auguste. Ce Richard n'est pas stable. Quand il réalisera que son plan a échoué, je ne sais pas de quoi il est capable. Nous avons déjà pris des précautions, assura Marianne. Isabelle est à Paris avec notre propre documentation, prête à agir. Un éclat d'admiration apparut dans les yeux d'Auguste. Vous n'êtes vraiment pas comme Isabelle, n'est-ce pas? Elle fuyait les problèmes. Vous les affrontez directement. À ce moment, le téléphone de Gabriel sonna. C'était Isabelle. La conférence de presse avait été brusquement annulée. Richard n'était pas apparu et Marco était méconnaissable au téléphone. « Que s'est-il passé ?» demanda Marianne. « Il semble que notre contre-attaque ait fonctionné », répondit Gabriel, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Isabelle a libéré une partie des documents à des journalistes sélectionnés. Richard et Marco ont dû être alertés du contenu. Auguste se leva, ajustant sa veste. « Mon rôle ici est terminé. Gabriel, je suis désolé pour tout. »« Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses, » répondit Gabriel. « C'est à votre neveu que vous avez utilisé comme pion dans ce jeu sale. » Quand Auguste partit, Marianne et Gabriel restèrent au café, observant les touristes qui photographiaient l'imposante cathédrale. « C'est fini ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel entrelaça ses doigts aux siens sur la table. « La partie désagréable, oui, mais notre histoire, elle ne fait que commencer. » Le soleil perça enfin entre les nuages, lançant des rayons de lumière à travers les vitraux de la cathédrale. Le médaillon au cou de Marianne capta l'un de ces rayons, brillant comme une promesse de jours meilleurs à venir. L'été arriva à Milan, apportant avec lui la fin d'un cycle. Marianne mettait les dernières touches à sa thèse, maintenant enrichie d'un chapitre spécial sur comment la littérature reflète les masques sociaux et les vrais visages de l'amour. Le professeur Comte non seulement soutint la nouvelle direction du travail, mais l'encouragea à le transformer en livre. Votre histoire personnelle ajoute une dimension unique à l'analyse académique, commenta-t-il lors d'une réunion d'orientation. Vous avez vécu dans votre chair ce que ces héroïnes littéraires ont expérimenté, la force de rester fidèle à soi-même face à l'adversité. Le contrat avec l'éditrice londonienne était signé et le lancement du livre était prévu pour l'hiver prochain. Isabelle, qui était devenue une amie encore plus proche après les récents événements, planifiait déjà une tournée de lancement à travers l'Europe. « Nous avons besoin d'événements grandioses », insistait-elle lors d'un appel vidéo. « Votre histoire n'est pas seulement sur la littérature, c'est sur la Renaissance, sur trouver la force dans l'amour véritable. » À Paris, les répercussions de la vérité révélée résonnaient encore. Richard avait disparu après que ses activités illicites soient venues au jour, tandis que Marco affrontait ses propres conséquences à l'université. Le professeur Comte avait été inflexible en découvrant qu'il avait tenté de saboter le travail d'une collègue. Gabriel, de son côté, trouvait sa propre rédemption. La lettre d'Isabelle, trouvée parmi les documents d'Auguste, avait touché d'anciennes blessures, mais avait aussi apporté un type inattendu de guérison. Elle a tout admis, raconta-t-il à Marianne pendant un dîner dans son appartement. Pas seulement les manigances financières, mais aussi comment elle a regretté d'avoir utilisé Michel comme pion dans ses jeux. Dans les dernières lignes, elle me demandait de le chercher quand il serait prêt. « Et maintenant il l'est », compléta doucement Marianne, servant plus de vin. « Oui, Michel a demandé à passer l'été avec nous. Il veut connaître ses racines françaises, se rapprocher de la famille qu'il n'a jamais eu la chance de connaître. » La nouvelle fit bondir le cœur de Marianne. « Avec nous ?» Gabriel sourit, ce sourire qui faisait encore fondre son cœur. « Eh bien, cela me mène à une question importante. Votre master touche presque à sa fin, le livre sera bientôt lancé. Avez-vous pensé à ce que vous voulez faire ensuite ?» Marianne joua avec le médaillon à son cou, une habitude qu'elle avait prise dans les moments de réflexion. « J'ai reçu quelques propositions. L'Université de Paris a offert un poste dans le département de littérature comparée, et il y a une invitation pour un doctorat à Londres. Et que dit votre cœur? Ah, mon cœur. » Elle regarda par la fenêtre vers les lumières de Milan qui scintillaient comme des étoiles terrestres. « Mon cœur dit qu'après tant de temps à chercher ma place dans le monde, j'ai finalement compris que la place n'est pas un point sur la carte, c'est là où nous trouvons l'amour véritable. »
Gabriel se leva de sa chaise, s'approchant d'elle avec quelque chose caché derrière son dos. Alors peut-être est-ce le bon moment pour ceci. Il s'agenouilla, révélant une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur, une bague de saphir qui s'accordait parfaitement avec le médaillon, la même bague qu'elle avait vue sur une vieille photo dans le journal de sa grand-mère. Cette bague, expliqua Gabriel, sa voix chargée d'émotion, a appartenu à 3 générations de femmes Montfort. Chacune d'elles a écrit sa propre histoire d'amour véritable. Ma grand-mère l'a reçue à Venise, après avoir attendu 7 ans pour son amour de jeunesse. Ma mère l'a reçue à Paris par une nuit de printemps. Et maintenant, Gabriel. Marianne sentit des larmes se former dans ses yeux. Marianne, tu m'as appris que l'amour véritable n'est pas seulement question de grands gestes ou de moments dramatiques. Il s'agit de se choisir l'un l'autre tous les jours, de grandir ensemble, de transformer même les douleurs en quelque chose de beau. Tu m'as rendu non seulement la capacité d'aimer, mais aussi le courage d'être aimé. Il prit sa main gauche, avec délicatesse. Cette bague porte des histoires d'amour qui ont traversé des générations. Voudrais-tu écrire la prochaine histoire avec moi? Le soleil de Milan se couchait déjà quand Marianne trouva enfin sa voix, étranglée par l'émotion. La bague de saphir brillait dans la boîte de velours, reflétant non seulement la lumière du crépuscule, mais toutes les histoires d'amour qu'elle portait. « Oui, répondit-elle, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « 1000 fois, oui. » Quand Gabriel glissa la bague à son doigt, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le médaillon à son cou sembla pulser d'une lumière propre, comme si les générations d'amour Montfort bénissaient cette union. La poix. Signora Lucia, qui était évidemment par hasard en train d'arranger des fleurs dans le couloir, fit irruption dans l'appartement avec une bouteille de Prosecco et son meilleur tiramisu. « Finalement !» s'exclama-t-elle en italien, embrassant les deux. « L'amour véritable trouve toujours son chemin. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Isabelle insista pour organiser non pas un, mais 2 événements de fiançailles, un à Milan et l'autre à Paris. « Nous devons célébrer non seulement votre amour, mais la victoire de la vérité sur les mensonges, » déclara-t-elle. Michel fut le premier à recevoir la nouvelle par un appel vidéo. Son sourire illumina l'écran. « Il était temps, papa. Est-ce que je peux être le témoin ?» Le professeur Comte, en apprenant les fiançailles, tint à organiser une petite célébration au département de littérature. « Votre histoire, dit-il, en levant un verre, est digne des meilleurs romans que nous étudions. La différence est que celle-ci est réelle. » Un après-midi tranquille, alors qu'ils organisaient les détails du déménagement à Paris, où ils avaient décidé de s'installer, après le mariage, Marianne trouva une nouvelle entrée dans le journal de la grand-mère de Gabriel. L'écriture était différente, plus actuelle. « Chère Marianne, quand je t'ai donné ce journal, j'espérais qu'il t'aiderait à trouver de la force dans les moments difficiles. Maintenant, c'est à mon tour d'ajouter quelques mots à ces pages. Tu n'as pas seulement honoré les histoires d'amour de la famille Montfort, tu as écrit un nouveau chapitre, encore plus beau. Tu as montré que l'amour véritable n'est pas seulement trouver la bonne personne, mais devenir ta meilleure version à ses côtés. La bague que tu portes maintenant à ton doigt gauche est plus qu'un bijou de famille. C'est un symbole que les fins heureuses ne sont pas seulement pour les livres. Elles se produisent quand 2 personnes choisissent de les construire ensemble, jour après jour. Avec amour, Gabriel. Marianne ferma le journal avec un sourire, observant comment la bague et le médaillon brillaient en parfaite harmonie. Son voyage avait commencé avec un cœur brisé dans une église, mais il se terminait avec un cœur débordant d'amour, dans une ville qui était devenue son second foyer. Le soleil de Milan se couchait une fois de plus sur l'appartement de Brera, peignant le ciel de tons roses et dorés. Dans le jardin d'hiver du manoir Montfort à Paris, Gabriel supervisait personnellement la plantation de nouvelles orchidées, les fleurs préférées de Marianne. Bientôt, cet espace témoignerait non seulement du début de leur histoire, mais aussi de sa continuation. Car certaines histoires d'amour sont comme les grands classiques